Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale sur le Liban. J'accueille ici deux personnalités qui connaissent très bien ce pays. Il y a Christian Makarian, qui est éditorialiste et écrivain, qui connaît particulièrement bien le Liban, et également André Agide, le directeur général de Télésud. Et c'est à ce titre qu'il est allé récemment, après l'explosion, là-bas, avec une équipe de Télésud, qui est aussi administrateur de l'école protestante française, francophone, de Beyrouth. Nous allons voir au cours de cette émission des extraits des différents reportages qu'ils ont réalisés là-bas, des différents entretiens qu'ils ont eus avec des personnalités libanaises. Mais on va commencer par le commencement. Et le commencement, c'est aujourd'hui la visite depuis hier du président Macron là-bas. Le président Macron qui arrive non pas en négociateur, mais en intercesseur pour essayer de ranimer un peu, de remettre un peu d'ordre dans cette situation libanaise d'une extraordinaire complexité. Alors je vous laisse, Christian, nous dire à quel point la situation dans laquelle se trouve le Liban, déjà depuis des années, et particulièrement depuis la crise financière d'il y a un an, à quel point c'est compliqué. C'est parce que c'est complexe que vous vous adressez à moi, cher Oui. Bernard. Donc il va falloir simplifier et commencer par la visite effectivement d'Emmanuel Macron, qui, de mon humble point de vue, a une vertu. Elle est critiquée en France, mais elle est beaucoup moins critiquée au Liban. Je crois qu'André sera d'accord avec moi. Qui a une vertu, c'est de mettre la pression et d'exercer, si vous voulez, une forme d'obligation à l'égard des responsables politiques libanais, dont on connaît l'inertie, dont on connaît le manque d'envie totale du moindre changement. Cette pression a pour effet notamment de changer les apparences du personnel politique avec la nomination d'un nouveau Premier ministre, Moustapha Hadib, qui n'a sûrement pas la vertu de la nouveauté, puisque c'est un homme qui appartient intégralement au système, qui a été adoubé et choisi par le système, mais qui au moins montre que les responsables politiques libanais se sentent d'une certaine manière obligés de faire quelque chose, sans quoi ils ne feraient rien du tout, et ils continueraient leur jeu partisan, clientéliste et clanique comme auparavant. C'est bien leur intention. Ce pays est très complexe à comprendre parce qu'il est à la fois fondé sur une structure communautaire et la résultante aussi de la fameuse guerre civile de 1975 à 1990 qui a ravagé le Liban, ce qui fait que les chefs des communautés sont aussi des chefs de guerre. Et qui dit chef de guerre suppose bien sûr un volet économique. Ce sont des gens qui ont des intérêts financiers à dominer l'économie libanaise telle qu'elle a été constituée et à la mettre sous couple réglé. Donc l'imbrication de l'individu, du citoyen libanais dans ce système clanique et par-dessus ce système clanique, une vie politique totalement archaïque et littéralement achetée, fait qu'il est très difficile de bouger les lignes de l'intérieur. C'est quasiment impensable. L'intérêt de la position d'Emmanuel Macron est d'essayer de faire bouger les lignes avec, bien entendu, des limites immédiates à partir de l'extérieur. Mais cette classe politique libanaise a également une pratique du sponsoring extérieur, si j'ose dire. Depuis longtemps, les hommes politiques libanais ont leur soutien à l'extérieur, à l'étranger. Le Hezbollah est soutenu par l'Iran. Longtemps, le clan sunnite a été lié à l'Arabie saoudite. Aujourd'hui, ça a changé, puisque l'Arabie saoudite s'est disputée avec Saad Hariri, le représentant de la grande famille sunnite. Et puis les chrétiens, traditionnellement, sont liés à la France ou aux États-Unis, en tout cas à des intérêts occidentaux. Donc il faut, pour Emmanuel Macron, naviguer entre toutes ces difficultés, tous ces écueils, en restant, à mon avis, c'est ce qu'il fait, en conservant, en restant en hauteur, c'est-à-dire en conservant une position par laquelle il surplombe la complexité de ce bourbier libanais. Il faut exercer une pression par en haut, mais une pression constante. Et ce que vous n'avez pas mentionné, mais qui est
tout le monde le sait, implicite, c'est que le pays est dans une crise financière absolument totale et n'est plus en capacité de payer les fonctionnaires, la monnaie ne vaut plus rien. Le pays est en faillite et en banqueroute totale, les banques sont en cessation de paiement parce que le système bancaire privé soutenait la Banque nationale et que l'imbrication de la Banque nationale et des banques privées était extrêmement malsaine. Ces banques privées elles-mêmes se finançaient sur le marché financier international de façon privée, chacun veillant à ses intérêts, sans aucun sens de l'intérêt collectif et encore moins de l'intérêt national. Donc effectivement, comme nous le disait tout à l'heure André, il y a une division du revenu de la classe moyenne par 4, ce qui est un effondrement, au point que l'on dit aujourd'hui couramment dans les rues de Beyrouth que la classe moyenne libanaise risque de disparaître. On n'aurait donc plus que des riches ou des chefs de guerre ou des possédants et un véritable prolétariat urbain qui vit de tout et de rien, donc une liquéfaction complète du Liban menace. Et il faut bien prendre conscience de la gravité de cette situation, parce que le Liban, c'était 3 choses. Je l'ai dit tout à l'heure, un respect des communautés, autrement dit le pluralisme, le seul endroit dans le monde arabe où existait un pluralisme entre chrétiens, entre musulmans, sunnites, chiites, mais aussi avec une petite minorité juive. C'était d'abord le pluralisme, puis c'était la démocratie, puis c'était le libéralisme économique. 3 choses qui rapprochaient le Liban de l'Europe ou du reste du monde. Et c'est en sacrifiant et la vie communautaire au profit de chefs de guerre et la démocratie au profit d'une classe politique corrompue et la prospérité économique aux mains d'intérêts privés qui n'ont aucun sens de l'esprit national ou de l'intérêt populaire, collectif, que le Liban perd chacun de ces 3 piliers. Ce n'est pas seulement un pilier qui s'effondre, ce sont les 3. Ce n'est plus une démocratie, ce n'est plus un pays libéral sur le plan économique, et ce n'est plus un vrai pays communautaire, parce que les communautés ne servent pas à défendre l'individu, ses droits, sa spécificité culturelle, mais à l'asservir. C'est donc une ruine totale qui se préfigure si on n'agit pas. André, quand vous êtes arrivé à Beyrouth, quelques jours après l'explosion, quelle a été votre impression, à la fois peut-être des dégâts sur place, mais aussi de l'effet sur l'état d'esprit de la population? J'ai revécu en arrivant à Beyrouth et en me promenant dans les quartiers qui ont été dévastés, un sentiment total de sidération, le même que celui que j'avais ressenti, comme tout le monde, en voyant les images des explosions. Mais en étant dans ces rues, c'est une sidération totale, un abattement total, et en visitant certains bâtiments, une sensation de vertige, tellement les dégâts sont importants. En rencontrant les Libanais ou les premiers contacts que j'avais là-bas, ce qui m'a frappé, c'était la disparition de la joie de vivre, qui était quelque chose qui perdurait, quelles que soient les crises, quelles que soient les guerres, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. Il restait une joie de vivre. Et c'est ce sentiment, cette joie de vivre qui a disparu, m'a profondément marqué. Ça a duré un temps dans les échanges que j'ai eus avec tous les gens que nous avons revus là-bas, parce qu'il y a une énergie, une volonté qui reste très forte de faire changer les choses, surtout parmi les gens que nous avons été rencontrés. Alors justement, à propos des gens que vous avez rencontrés, on va commencer par écouter quelques-uns de leurs témoignages. On va commencer par les premiers témoignages concernant l'explosion, enfin les 2 explosions. À la première explosion, j'étais dans ma chambre, en bas, avec Usante. Et puis on a entendu la première explosion. On est descendu dans la rue, on a vu le feu. Puis on est monté sur le toit. En 2 minutes, il y a eu la géante explosion et puis j'ai vu le champignon. J'ai pas cru, j'ai pas réalisé qu'est-ce qui s'est passé. On est à 700 mètres à peu près. C'est un peu loin. Puis on est descendu et on a vu la destruction.
Tu avais le son, déjà j'avais le visage qui fait mal. Et le ciel était un peu jaunâtre, orange, jaunâtre. Et tu entendais les cris des voisins, on a vu l'immeuble des voisins s'est écroulé. Oh, le moment où on est arrivé dans la rue, il y avait du sang partout. C'était incroyable, du sang partout. C'était blanc, tout était blanc, jaunâtre, de poussière, et du sang partout. Ouais, c'était incroyable. On a tout perdu en une seconde. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas comment se relever. Et c'est assez difficile de réaliser qu'en une seconde, on a vraiment tout perdu. L'explosion qui a touché le port a impacté en priorité une zone qui comprend autour de 6 000 immeubles ou 6 000 bâtiments. Je parle d'immeubles ou de maisons. En gros, ça fait à peu près 30 000 logements. C'est donc une catastrophe importante à l'échelle de la ville. Donc la première urgence, c'est tout d'abord de recenser les dégâts et de poser les premiers soins, les soins d'urgence à mettre en place. Et ces soins d'urgence, c'est tout d'abord étayer les bâtiments qui risquent de s'effondrer. Sur un total approximatif de 640 bâtiments dans les régions touchées, nous estimons à une soixantaine de bâtiments ceux qui risquent de s'effondrer, donc qui présentent des dommages structurels majeurs. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons est quand même, je dirais, le bâtiment le plus emblématique de la ville. C'est quand même un palais exceptionnel, tant par sa préservation, son ampleur, que la qualité de ses décorations. Malheureusement, il est à 200 mètres du point d'impact. Il est extrêmement touché par cette explosion. Comble de malchance, le 7, je pense, 2 jours ou 3 jours après l'explosion, il a plu, ce qui est exceptionnel. C'est peut-être relié au phénomène de l'explosion ou pas, je ne sais pas. Mais il a plu et nous avons subi des dommages supplémentaires sur les toiles surtout. Il y a des toiles que nous n'avions pas eu le temps de mettre à l'abri et qui ont des traces de pluie. Donc le drame de cette explosion, c'est qu'elle a détruit ce qui restait du Beyrouth authentique. On a lancé une initiative qui s'appelle Beitna Beita, qui est une entité à part maintenant, et qui, au début du confinement, en mars dernier, a logé plus de 400 personnes appartenant au corps médical, infirmiers ou médecins, en les logeant le plus proche possible des hôpitaux dans lesquels ils travaillent pour éviter qu'ils se rendent chez eux et qu'ils contaminent leur famille. Beitna Beita s'est transformé maintenant pour assurer des refuges aux gens qui ont perdu leur maison, puisqu'on est quand même, on a 300 000 sans-abri depuis le 4 août. Moi ici, je suis en charge avec Hannah de ce qu'on appelle la food station, donc de tout ce qui est alimentaire sur le camp. On reçoit tous les jours entre 800 et 1000 repas déjà faits, soit des plats chauds, soit des sandwichs, qu'on dispatche à notre tour auprès d'autres associations. On s'occupe aussi des jeunes femmes étrangères qui travaillent au Liban et qui ont été jetées devant leurs ambassades, comme les Kenyanes, les Ghanéennes ou les Éthiopiennes. Tous les jours, on leur donne à manger et on s'occupe des enfants aussi. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être des initiatives personnelles. Il y a des femmes qui cuisinent chez elles à la maison et qui, à travers un groupe qui s'est formé récemment qui s'appelle Beyrouth Kitchen Support, nous donne 60 repas par jour. L'aide internationale, pour le moment, nous, on n'a pas reçu. C'est une aide interne, c'est une aide locale. Ça s'est passé comme ça de bouche à oreille, c'est-à-dire que dès qu'ils ont su qu'on avait ouvert le base camp, que Hannah et moi, on était en charge de là, mon numéro a circulé un petit peu partout, ce qui fait qu'on a la Lebanese Food Bank qui nous livre, on a des privés, puis aussi c'est des gens, quand on demande à des amis à nous qui ont un restaurant, s'ils peuvent nous aider, ils nous aident. Les Libanais n'en peuvent plus, ils n'ont plus cette capacité de se remettre debout sur leurs 2 jambes, les Libanais sont à genoux. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait en particulier une toile particulièrement emblématique. C'était un portrait d'Alfred Sursaut par Srour, c'était le peintre Srour. Cette toile représentait un véritable tournant dans la peinture libanaise. Et en fait, elle se trouvait dans la salle qui a été la plus endommagée, qui est la bibliothèque. Et elle se trouvait dans un coin vraiment comme un chiffon de papier, comme si quelqu'un avait chiffonné ça rageusement et l'avait jeté dans un coin. Donc je l'ai ouverte et en fait, il n'y avait plus rien. C'était juste la toile toute seule, nue. Et pour moi, c'est l'allégorie de ce qui est en train de se passer. C'est quelqu'un est en train d'effacer notre mémoire. Et cette toile, pour moi, c'est notre mémoire qui s'efface. André Agide, comment les Libanais pensent-ils maintenant avancer? Parce que dans un pays corrompu, tout est détruit, rien ne fonctionne. L'argent de l'étranger ne peut pas venir du jour au lendemain.
40% ou 50% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Que faire? Ouais. Là, on a vu les gens qui étaient au plus près de la catastrophe et qui sont les héros qui font les aides, apportent les aides du dernier mètre, ou des bénévoles qui font en sorte que les dégâts patrimoniaux soient limités, en tout cas qu'ils n'empirent pas. Aujourd'hui, le constat qu'il y a eu en tout cas, c'est que au bruit énorme des explosions a répondu le silence et l'absence totale de l'État. Et donc sur le terrain, les gens ne voyaient pas l'État. À vrai dire, ils ne voyaient pas tellement l'aide internationale non plus arriver. Nous, on a vu les gens qui distribuaient les repas, et c'est de la solidarité locale qui s'est organisée. Donc ces gens-là appellent principalement à un rétablissement de l'état de droit. Ils veulent ne plus avoir peur. Et ce qui est dit sur la mémoire est important, parce que c'est un pays qui ne voulait plus avoir de mémoire. L'éducation, l'histoire n'est plus enseignée à partir de la période 1975 dans les écoles. C'est interdit par la loi. Et là, le travail de mémoire est en train de se refaire. Alors, physiquement, c'est très émouvant d'avoir cette histoire sur cette toile. Les tableaux n'existent plus, mais la parole est en train de se libérer et demande un retour à l'état de droit, un retour au judiciaire, et les gens ne veulent plus avoir peur, et donc ils s'autorisent à parler aujourd'hui. C'est très important. Et en ce qui concerne le financement, à combien sont évalués les besoins du Liban? Aujourd'hui, on parle de 7 à 8 milliards pour reconstruire et réparer les dégâts. Ça, c'est pour la reconstruction. Pour les problèmes financiers dont on parlait déjà le 2 juillet ici même, on parle plutôt de 25 à 30 milliards de dollars qui devraient être réinjectés pour relancer la machine financière, en évitant que les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est-à-dire que la Banque du Liban, à la demande de l'État, émette des bons du Trésor, vous en parliez tout à l'heure, qu'on peut acheter d'une manière tout à fait légale dès qu'on a un compte en banque au Liban, qui rapporte 16 ou 17% de taux d'intérêt. Et une fois qu'on a récupéré les taux d'intérêt, on vend ces bons et on reprend, on sort l'argent. D'ailleurs, on a vu des interlocuteurs qui pensent que si on analysait à peu près 20 ou 25 000 comptes en banque dont ces historiques sont conservés à la Banque du Liban, on pourrait certainement trouver ceux qui ont bénéficié de 20 à 25 milliards de dollars de surprimes qui ont été récupérés de manière un peu indue. S'ils avaient été placés leur argent sur les marchés financiers, ils auraient récupéré une somme. Le fait de les placer au Liban, ils ont récupéré 25 milliards de plus. Et ça, ce sont des chiffres qui circulent tout à fait ouvertement maintenant à Beyrouth. Christian, donc le président Macron organise des réunions avec des différents responsables. Est-ce qu'à votre avis, tout ça suffit pour les faire bouger, ou est-ce qu'ils peuvent rester dans cette ambiguïté terrible d'un pays ruiné et dont la ville est détruite? Non, je ne pense pas que la médiation d'Emmanuel Macron va aboutir à une réforme essentielle du pays. Macron en est très conscient. Je pense que ce que veut faire Emmanuel Macron, encore une fois, c'est exercer une pression et attirer l'opinion de la communauté internationale sur le sort du Liban, avec cette donnée, hélas, essentielle, c'est que le Liban n'intéresse plus la communauté internationale. Il a perdu l'importance stratégique qu'il avait, et aujourd'hui, quand on pense en particulier à la crise de la Covid-19, la situation du Liban ne mobilise pas une énergie internationale. Je vais prendre deux exemples. Les États-Unis de Donald Trump, qui imagine l'administration Trump aujourd'hui se porter au secours du Liban. Quant à Vladimir Poutine et la Russie, qui a l'habitude de se jeter sur tous les points de conflit où la Russie peut grogner les avantages de l'Occident, là, il ne s'y engage pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il est juste à côté en Syrie et qu'il a remporté une victoire militaire à plate couture et qu'il lui suffit d'observer de façon cynique l'effondrement du Liban pour essayer de récupérer une position plus tard. Quant à la Chine, elle fait ses placements ailleurs, tout autour dans la région, dans des pays beaucoup plus solvables.
comme les pays du Golfe Persique ou évidemment l'Iran. Donc il y a une sorte d'abandon du Liban et la façon dont Emmanuel Macron se porte au secours de ce pays a pour but non pas de rénover le pays, puisque Macron ne cesse de le répéter, c'est à vous les Libanais de prendre en charge la réforme et le redressement du pays, mais la manœuvre de Macron a au moins une vertu en dehors de la compassion, de la sympathie et de l'amitié réelle, à mon avis, c'est d'attirer l'attention et de remettre le Liban au centre d'une sorte d'obligation de réforme. Donc, c'est une manœuvre limitée, mais une intention sûrement très louable. Il ne faut pas en attendre des transformations. La preuve, c'est que Emmanuel Macron va pouvoir mesurer la différence entre la visite qu'il a effectuée le 6 août et celle du 1er septembre, et il va constater que l'enquête sur la double explosion n'a pas avancé, que la rénovation du système politique n'a pas avancé, que le calendrier des réformes économiques exigées par le FMI n'a pas avancé. Bref, c'est, en revenant à Beyrouth, une manière de dire « ça n'a pas avancé, je vais continuer à exercer la pression, et si je ne l'exerce pas, de toute façon, il ne se passera rien ». Donc il y a un côté, si vous voulez, un peu désespéré de cette initiative macronienne, mais en même temps un côté généreux qui laisse à la France tout de même un rôle dans cette région, avec la Syrie à côté, les appétits de la Turquie et la nouvelle zone de tension au large du Liban, autour de Chypre, qui met la Turquie en position d'exercer une pression sur la totalité du bassin de l'Est méditerranéen. Donc, il ne faut pas se faire beaucoup d'illusions, mais il ne faut pas non plus, à mon avis, critiquer aveuglement cet élan de sympathie qui est de toute façon indispensable à l'évolution du Liban. Si j'ose dire, Macron ne fera pas forcément bouger le Liban, mais si Macron ne faisait rien, le Liban bougerait encore moins. Merci. Alors nous allons regarder tout de suite, écouter les autres témoignages que André Agide et l'équipe de Télésud a rapportés de Beyrouth. Et nous allons nous intéresser maintenant aux témoignages concernant les causes de la situation. À la base, on se battait contre des voleurs, sauf qu'aujourd'hui, on se bat contre des criminels. Ils savaient tous, ils étaient tous au courant de la présence de ce nitrate dans le port. Donc, ils ont notre sang sur les mains. C'est quelque chose qui est très grave. Et là, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit les évincer du pouvoir. L'explosion du 4 août, c'était le fruit de toute cette corruption qui a été créée, qui a été accumulée au cours de ces 30 ans. Et voilà la preuve, parce que jusqu'à maintenant, le gouvernement est... il y a un abus de pouvoir dans le gouvernement qui est vraiment complet. Dans tous les secteurs économiques du Liban, il y a de la corruption à cause de ces gens qui sont en pouvoir. Le Liban, au moins depuis le 17 octobre dernier, est sorti littéralement d'une sorte de léthargie politique que plein d'acteurs aimaient appeler la stabilité. Mais cette stabilité a coûté au Liban son état. Tout simplement. Le grand désastre qui a explosé à Beyrouth n'est pas seulement le résultat d'un effondrement institutionnel et donc de la confiance dans l'État et ses institutions. C'est un effondrement sociétal parce que tout le monde s'est servi de l'État. Et le système politique a asservi l'État, ses institutions et ses fonctionnaires. Et il reste très peu de contre-pouvoir dans l'administration, d'où ce manque de confiance. Regardez, nous sommes dans une démocratie de façade. Toute démocratie est basée sur des principes établis, particulièrement trois. Le principe de la séparation des pouvoirs. Le deuxième, c'est le principe de l'alternance du pouvoir. Et le troisième, c'est le principe de la responsabilisation, c'est-à-dire aussi du contrôle et de la surveillance. Au Liban, on a fait tomber les trois. Que signifie cette explosion du 4 août? C'est une catastrophe majeure, mais elle rend évidente aux yeux du monde entier davantage que l'échec, la faillite totale d'un système politique qui est en place selon la façon dont on le voit depuis 30 ans, voire depuis 50 ans. Cette faillite était déjà immense
elle s'est traduite au niveau économique et financier par une implosion du modèle en place depuis la fin de la guerre. Le souffle de cette faillite, de cet éclatement de la crise financière est beaucoup plus grave en réalité que le souffle de l'explosion du 4 août, mais beaucoup moins visible, beaucoup plus immatériel. Alors que l'explosion du 4 août, le monde entier s'en rend compte, voit son impact et en comprend les causes, celle d'une absence totale d'État, c'est-à-dire d'une absence d'institutions en mesure de protéger une société. L'Iran a lourdement investi, que ce soit au Liban, en Syrie, en Irak, et c'est un investissement finalement inhérent à la révolution iranienne, à ce qui a commencé en 1979. Comment est-ce que l'Iran va réagir à sa mise en minorité? L'Iran n'a pas les moyens finalement d'anesthésier, je dirais, les Libanais de nouveau comme ils l'ont fait à la sortie de la guerre de 2006. À la guerre de juillet 2006, l'argent iranien a servi à obnubiler les Libanais par rapport aux pertes immenses qu'ils avaient subies. Aujourd'hui, finalement, l'Iran n'a plus les moyens. Et d'autre part, elle n'est pas la bienvenue, parce que beaucoup de Libanais, finalement, font endosser au Hezbollah, qui est l'agent iranien par excellence, la responsabilité de ce qui a eu lieu. Donc, ils ne peuvent pas jouer en même temps aux pyromanes et aux sapeurs-pompiers. André Agide, quelle est l'impression que vous avez retirée de ces différentes rencontres et interviews réalisées à Beyrouth? Ce qui m'a semblé très intéressant, alors, ce sont des interviews que nous avons menées il y a 2 semaines maintenant. Donc la situation a évolué, mais finalement, les différents membres de la société civile, les chercheurs, les représentants des bulles d'état de droit, mais donc des fonctionnaires que nous avons rencontrés, ou des représentations d'organisations syndicales, ou du bâtonnier, ou Jad Tabet pour les architectes, fondamentalement, tout le monde dit on veut reconstruire. D'abord, ils disent les problèmes alors qu'ils ne les disaient pas avant. Les problèmes n'étaient pas dits aussi clairement. Donc là, on a des gens qui ont du courage et qui affirment les choses. Une libération complète de la parole. Et les gens veulent fondamentalement que cela change. Et ils avaient tous à peu près la même feuille de route. Et ça m'a frappé en disant on voudrait un gouvernement de mission. Ils en voulaient d'ailleurs à Emmanuel Macron qui, dans ses premiers éléments de langage, parlait lors de sa première visite d'un gouvernement d'union nationale, qui en fait était le gouvernement qui existait depuis 3 ans, donc ça aurait été reproduire encore le même système, qui disent on veut un retour à l'état de droit et on a besoin que les gens travaillent ensemble, ce qui n'était plus le cas. Et là, on voit une inflexion dans la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est que il a accepté les termes, il a entendu la société civile qui parlait de gouvernement de mission, et le nouveau Premier ministre dit « je vais monter un gouvernement de mission en étant adoubé par les grands parrains, mais sans qui on ne peut rien faire aujourd'hui, c'est pas la peine de penser qu'on va les renverser d'un revers de main, c'est romantique comme vision. Mais donc, en tout cas, tout le champ politique est en train de bouger, et ce qui va être important, c'est de voir si en effet il va y avoir un gouvernement de mission qui va reposer sur des experts. Il y a une 50aine de noms qui circulent à Beyrouth, de gens qui ont une très bonne réputation, de compétences et qui ne sont pas corrompus par le système, dont certains dans ces reportages. Et donc on va voir si véritablement il y a un gouvernement de mission qui aura aussi des pouvoirs élargis, des pouvoirs législatifs pour changer la carte électorale et remettre en route un processus démocratique au Liban. Et Christian Macarian, avez-vous l'impression que le Hezbollah, qui est un acteur central dans toute cette affaire, est en train de bouger à ce propos? En tout cas, comme André vient de l'évoquer, il est fortement mis en cause par la population libanaise et de façon transversale. À quel propos? Au sujet de la double explosion, pour commencer, qui révèle de façon cruelle au dernier degré ce qu'on avait fini par ne plus dire parce que c'était évident, à savoir que le Hezbollah était un État dans l'État et même encore pire, un État dans le non-État.
C'est-à-dire qu'il était plus structuré sur certains aspects que ne l'est l'État libanais. Il est plus structuré sur le plan militaire, il bénéficie d'avantages fiscaux même. L'électricité ? Il ne paye pas l'électricité à l'électricité du Liban, qui était pourtant la seule institution qui tenait encore debout dans l'ensemble des institutions étatiques libanaises. Et il disposait de stocks d'armes, tout le monde le sait, puisque son investissement en Syrie, durant les 5 dernières années, n'a cessé de croître. Or, pour qu'il croisse, il faut qu'il ait des hommes et des armes et des ressources financières. Alors, on sait que chaque année, l'Iran décerne un crédit, je crois, de 70 milliards de dollars au Hezbollah, qui lui est attribué de façon tout à fait régulière et discrétionnaire. C'est une manière d'acheter, si vous voulez, le parti qui domine les chiites du Liban. On sait aussi qu'une autre composante chiite, le mouvement Amal, qui est un allié du Hezbollah, a pour chef Nabi Berri, qui préside depuis 1992, vous vous rendez compte, le Parlement libanais. Autrement dit, le Hezbollah n'a même plus besoin d'avoir la main directement sur le Parlement, il peut l'avoir via Nabi Berri. Et puis pour finir, le Hezbollah a favorisé, tout le monde le sait, l'élection du chrétien maronite Michel Aoun à la tête de l'État, après d'ailleurs un long suspense, puisque l'élection a pu se tenir après 2 ans de vacances du pouvoir où le Liban n'avait pas de président. Donc le Hezbollah a dénoué la crise et c'est ainsi qu'il est entré de plein pied dans l'État libanais. Alors là où, pour répondre à votre question, les choses se compliquent pour le Hezbollah, à mon humble avis, c'est que de plus en plus... Vous savez, Beyrouth est une ville, c'est un espace de vie. Tout à l'heure, André parlait de la joie, mais tout le monde, non pas connaît tout le monde, mais enfin, tout le monde connaît beaucoup de monde, tout le monde se parle, tout le monde peut se toucher. C'est une ville qui est... c'est là ce qui la rendait extrêmement attachante, où tout est possible sur le plan humain. Et une rumeur qui circule de façon insistante, c'est que le Hezbollah stockait évidemment des armes dans le port, là où a eu lieu l'explosion. Ce qu'on n'arrive pas à savoir, et à mon avis, peut-être jamais, c'est à quel point la présence de cet armement aux côtés du nitrate d'ammonium, a joué dans l'explosion, ça restera trouble, mais ce qui est sûr, c'est que de plus en plus d'indices démontrent que le navire chypriote qui transportait le nitrate d'ammonium qui a été stocké dans le port parce que justement ce navire était hors d'état de naviguer, était assuré ou affrété par des compagnies qui elles-mêmes rejoignent par des montages financiers complexes les financiers et les assureurs du Hezbollah. Donc il y a des connexions. Le journal allemand Der Spiegel a publié une excellente enquête à ce sujet. Il y a des connexions entre la présence, je n'irai pas plus loin, du nitrate d'ammonium de façon massive et stocké là depuis 2014 et les intérêts du Hezbollah. Il y a des connexions. Elles ne sont ni éclaircies, ni clairement établies, ni démontrées, mais tout cela, dans une ville si propice aux rumeurs, nourrit une ambiance quand même qui fait que l'on montre le Hezbollah du doigt, clairement. Et ça, c'est une grande nouveauté. Un point sur le Hezbollah. Le Hezbollah, aujourd'hui, c'est 65 000 personnes qui sont payés et financés par Hezbollah, tous n'étant pas des combattants. Les revenus viennent principalement de l'Iran. Ces revenus-là ont tendance à s'assécher. Et ils viennent aussi de la mainmise sur un certain nombre de postes frontières par lesquels transitent des hommes et beaucoup d'armes. Et une des demandes récurrentes que l'on entend chez les militaires et dans la communauté civile, en termes d'assistance technique de la communauté internationale, c'est d'aider le Liban à reprendre le contrôle, à minima, de ses postes frontières légaux, à commencer par le port et l'aéroport. Et d'ailleurs, les enjeux, je pense que l'enquête, c'est un peu comme le tribunal spécial sur le Liban, ça ne donnera pas grand-chose,
l'enquête ne donnera sans doute pas grand-chose. En revanche, ce qui se joue aujourd'hui sur le terrain du port, avec les assistances internationales, il y a le FBI, les Français sont là, c'est qui va reprendre un petit peu le contrôle technique de ces postes frontières clés. En tout cas, l'opacité dont jouissait le Hezbollah dans la zone portuaire, à mon avis, est terminée. En tout cas, je l'espère. C'est-à-dire que ces petits trafics, ces petits stockages ultra dangereux auxquels ils se livraient, eh bien, par définition, puisque le port a été soufflé par l'explosion, il ne pourra pas, le Hezbollah ne pourra pas se ménager les mêmes niches dans un port en reconstruction. Donc là, il y a quelque chose qui peut changer avec le facteur que vient de signaler André, c'est que l'Iran reste étonnamment silencieux depuis cette double explosion et qu'il est tout de même à bout de souffle. On a beau dire ce que l'on veut, mais l'étau dessiné par les Américains autour de l'Iran porte ses effets. Et puis l'investissement iranien en Syrie est ruineux pour l'Iran, ce qui fait que pour des tas de raisons, l'Iran aura du mal à arroser financièrement le Hezbollah. Il y a aussi un facteur qui l'explique, c'est la faillite des banques libanaises par lesquelles transitait l'aide iranienne. Il va y avoir beaucoup plus de difficultés à organiser cette alimentation financière. Donc, au total, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'un changement de l'échiquier, mais il y a des difficultés nouvelles qui apparaissent pour le Hezbollah et qu'il n'avait, à mon avis, absolument pas prévu. Je crois que ce sont des vrais changements politiques. Et un point, une différence qui est soulignée par rapport à 2006, lors des bombardements israéliens, l'Iran avait financé 3 milliards de dollars pour la reconstruction de Beyrouth après les destructions massives qu'il y avait eu. Aujourd'hui, c'est effectivement silence radio. Alors nous allons poursuivre maintenant l'audition des témoignages que vous avez enregistrés et ces témoignages maintenant sont consacrés aux solutions dans tous les domaines. Préserver le patrimoine, ce n'est pas seulement préserver le tissu urbain tel qu'il est, c'est aussi préserver le tissu social de la ville, le tissu social de ces quartiers. Ce qui est très important, c'est pas seulement de restaurer les bâtiments anciens. La restauration des bâtiments patrimoniaux risque de prendre du temps, ça risque de prendre 2 ou 3 ans. Par contre, il y a tout le reste. Les bâtiments en béton, en structure béton, ont bien résisté au niveau structurel. Ils ont des dégâts essentiellement de façade, de menuiserie extérieure, de vitrage, de portes. Et ça, ce sont des dégâts qu'on peut réparer rapidement. Et c'est très important de lancer ces réparations pour que les gens reviennent. Parce que le seul moyen de préserver ces quartiers, c'est le retour des habitants. L'espoir, c'est le peuple. Le peuple est extraordinaire. Moi, je n'ai jamais vu ça. Et même à l'international, on n'a jamais vu ça. Je pense que si le peuple, à nouveau, s'unit, se renforce, avec justement toute une organisation de tous les mouvements révolutionnaires, on va y arriver. Bon, déjà, essayer de politiser tous les élans de solidarité et transformer cet élan de solidarité en des structures sociales pérennes et voilà, durables, qui peuvent vraiment constituer une alternative, que ce soit au clientélisme, ou que ce soit aussi à la loi du marché qui est aussi impitoyable dans ce pays. On est en train de parler d'un pays qui est complètement à genoux au niveau économique. Et donc cet élan de solidarité qui s'organise, s'il arrive à s'institutionnaliser, il créera vraiment une réelle alternative matérielle et économique à énormément de Libanais. Il ne faut pas qu'il y ait un exode comme ce qui s'est passé dans le centre-ville durant les 15 ans de guerre. Donc il y a une action des ONG sociales pour très vite reloger les gens chez eux, leur installer les vite, leur donner les besoins nécessaires pour qu'ils ne quittent pas. À ce niveau-là, il y a une énorme solidarité. Et c'est très important. Il y a aujourd'hui, je dirais, un mouvement de résistance qui s'opère avec énormément de solidarité nationale et internationale face à l'absence de l'État. Aujourd'hui, l'État libanais est en ruine. Aujourd'hui, finalement, il faut vraiment une sorte de refondation de l'État, que ce soit dans ses administrations civiles, mais aussi en tout ce qui concerne le militaire et le sécuritaire. Comment est-ce que ça pourrait se faire? La seule façon, c'est finalement de réduire au maximum l'influence du contre-État représenté par le Hezbollah. Le Hezbollah représente aujourd'hui le plus grand défi parce que la présence même de cette organisation, finalement, qui est une organisation sécuritaire avec une succursale politique, je dirais, est ce qui empêche les Libanais de s'exprimer librement et sans craindre pour leur sécurité personnelle. De deux, pouvoir finalement formuler
que ce soit à travers des mécanismes électoraux ou à travers d'autres mécanismes qui peuvent sonder l'opinion. Ceci n'est pas possible si l'État reste l'otage du contre-État. On a élaboré une charte qui a été signée jusqu'à maintenant par 6000 signataires. C'est une élite, si on veut dire, politico-socio-culturelle qui s'est rassemblée sur les points essentiels. Un gouvernement indépendant, un gouvernement qui soit des gens du peuple, qui sont des professions diverses, mais qui soit en même temps, qui portent un projet de construction de l'État. Il faut à tout prix et très rapidement, premièrement, mettre en place la loi pour le contrôle de change et le contrôle des capitaux pour pouvoir préserver et utiliser stratégiquement ces réserves en devises que le Liban en a besoin pour financer la sécurité alimentaire et la sécurité sociale des Libanais. Et cela demande vraiment la mise en place d'un projet de loi de finances, d'un plan de restructuration de la dette et d'un plan de restructuration du secteur financier. Nous voulons une transition politique pacifique. Cela signifie de former un gouvernement de transition qui aura les pleins pouvoirs législatifs pour pouvoir opérer pour une durée déterminée, c'est-à-dire qu'il sera nécessairement limité dans le temps d'organiser des élections législatives qui vont légitimer un nouveau pouvoir. On ne peut plus retrouver le système de la dictature des communautés dans une façade dite démocratique. Essayons d'être donc sur cette feuille de route. Donc, de là, former un gouvernement avec des prérogatives établies sur 2 points, constituer la deuxième chambre à dimension critères confessionnels, rassurons les communautés au niveau identitaire. 2, allons sur une loi électorale et faisons des élections sur la base des, je dirais, le Liban, une seule circonscription, avec des idées qui peuvent être one man, one vote, avec ce qu'il y a à dialoguer, à discuter, ouvrons le débat très vite et maintenons et créons les nouvelles références pour ce pays, pour cette population qui crie aujourd'hui, on a besoin de références. Vous savez, la classe politique, elle a fait une guerre, elle a subi une occupation. Elle a failli à un système à qui on leur a demandé. Vous savez, tout ça, c'est lourd. Et s'ils ne vont pas reconnaître qu'ils sont fatigués, ils doivent juste dire, on croit à ceux qui, je dirais, dans le respect, et vraiment dans un respect que je leur dis, allez vous reposer. Et revenez, préparez-vous à la deuxième étape. Mais laissez-nous créer l'avenir d'un pays qui crie aujourd'hui oui à la vie, oui à nos générations futures qui restent, qui grandissent, qui fondent leur famille et leur travail dans une tranquillité sociétale. Regardez ce qui s'est passé à Beyrouth. C'est un drame, mais dans cette expérience traumatique, au fait, dans cette multiplicité d'expériences traumatiques, les jeunes ont été la lueur d'espoir pour tout le monde. On a vu que partout, cette compassion qui a gagné les cœurs des jeunes a gagné le pays. En les voyant aller nettoyer les rues, aider les blessés, aider les seniors à se trouver une nouvelle vie, au fait, tout le pays s'est unifié dans la compassion. Et c'est la première fois de l'histoire de mon histoire à moi, en tant que personne qui a vécu la guerre du Liban, que je vois le Liban unifié dans la compassion. Jamais un désastre, jamais une explosion, jamais un meurtre, jamais une attaque même de l'extérieur n'a pu unifier les Libanais dans un seul sentiment. Alors, espoir ou désespoir, le ministre français des Affaires étrangères a dit il y a environ un mois que le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban. Les Libanais, certains des Libanais qu'on a entendus, espèrent des changements, espèrent un renouveau. André Agid, vous qui en revenez tout dernièrement, quel est votre sentiment ? Non, moi, je pense que l'essentiel des gens qu'on a rencontrés, d'abord, ils veulent la paix. Mais ils veulent une paix qui s'inscrit dans un changement. Certains ne sont pas opposés à des solutions plus viriles, plus dures, hein, mais
tous veulent sortir de l'archaïsme dans lequel est resté ce pays, avec un système de lois qui ne sont pas les mêmes selon la communauté dont on dépend, qui ne sont pas les mêmes selon que vous êtes un homme ou une femme. Tous veulent aller vers une modernité et un système démocratique. C'est aussi simple que ça. Et tous demandent fondamentalement l'application des accords de Taïf et de beaucoup de lois qui ont été d'ailleurs votées mais jamais mises en application depuis les années 90. Donc le système est là, les institutions sont là. Le Taïf prévoit que le confessionnalisme doit être géré par le Sénat. Le Sénat n'a jamais été mis en place. Le reste doit être laïque. Donc ce qu'on entend aujourd'hui, ce n'est pas tellement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que les politiques bougent un petit peu. Ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a 15 jours, on voyait des initiatives très éparses. Et là, les gens commencent à se rassembler dans des structures organisées. Les syndicats se rassemblent. Les partis politiques d'opposition qui étaient très atomisés se rassemblent aussi. Aujourd'hui, 25 d'entre eux ont adopté une charte commune, ce qui est un vrai pas. Donc voilà, je crois que c'est un pays qui ne veut plus revivre la guerre et qui est conscient que pour réapprendre à vivre collectivement, il va falloir qu'il y ait des vrais changements et qu'il ne soit plus sous la terreur des armes. Christian Makarian, disparition du Liban, guerre civile ou renouveau, renaissance? Vous savez, le nom du Liban est cité plusieurs fois dans la Bible. Et le Liban, oui, plusieurs fois. Et il ne faut jamais oublier que pour la construction du temple de Jérusalem, le roi Salomon est allé acheter du bois de cèdre au Liban. C'est spécifié dans les textes dans l'Ancien Testament. Je fais cette allusion, pourquoi? Pour dire que le Liban a une histoire vraiment très longue et qu'il a traversé des épreuves multiples et épouvantables. Juste une référence, puisque nous fêtons les 100 ans du mandat français. Ce jour-ci, le 1er septembre. La création du Grand Liban. Voilà, la création du Grand Liban avec l'installation des institutions que l'on sait par le général Gouraud, qui représentait la France. Au moment où Gouraud vient à Beyrouth pour proclamer la création du Grand Liban, donc ce fameux 1er septembre 1920, le Liban vient de subir une famine qui a éliminé plus du tiers de la population. Une famine abominable. C'était la fin d'un blocus dû à la Première Guerre mondiale. Le Liban était déjà un pays qui structurellement importait tout, y compris la nourriture, et à cause du blocus de la Première Guerre mondiale, blocus imposé par les Alliés, la France et la Grande-Bretagne en particulier, contre l'Empire ottoman, le Liban était asphyxié. C'était un Liban qui subissait le joug ottoman avec le dernier gouverneur ottoman qui a été d'une grande atrocité dans son comportement en tant que régent, si j'ose dire, du Liban. Donc il y avait famine, blocus, oppression ottomane. Le Liban était, c'est très bien raconté d'ailleurs par Khalil Gibran, l'auteur le plus célèbre, l'auteur du livre mythique, le prophète, mythique à juste titre d'ailleurs, qui est un véritable héros de l'intelligence libanaise. Et Khalil Gibran racontait très très bien les effets de cette famine dans sa région natale, dans la montagne, dans le village de Bécharé. Eh bien, le Liban a survécu à tout cela, il s'est relevé et il a été, quoi que l'on dise, je le répète, je le disais tout à l'heure, la seule démocratie du monde arabe, le seul pays libéral du monde arabe et le seul pays dans lequel des chrétiens, à l'époque du mandat 45-50%, aujourd'hui seulement un peu plus de 30%, des chrétiens partageaient la vie et la joie de vivre dans ce pays avec des musulmans, qu'ils fussent chiites ou sunnites. Eh bien, tout cela, ça n'est pas rien. Je pense que le Liban peut retrouver cette unicité parce que tout ce qui gravite autour de lui montre que l'alternative est épouvantable. Regardez ce qui se passe en Syrie, regardez ce qui se passe dans d'autres pays arabes, même le plus grand d'entre eux, l'Égypte, qui est un pays quand même dans une situation économique catastrophique. Donc le Liban a cette particularité d'être ouvert.
il ne faut surtout pas qu'il soit fermé. Et c'est là que, je pense, l'initiative d'Emmanuel Macron reste importante et intéressante, c'est que ça consiste à garder le lien avec un pays qu'on ne veut pas considérer, et à mon avis c'est à l'honneur de la France, comme définitivement sinistré. Le Liban n'est pas sinistré si le peuple libanais veut bien se donner la peine, après toutes les épreuves qu'il vient de subir, de remontrer qu'il croit à la possibilité de vivre ensemble et de façon démocratique. Et ça relève complètement des mois à venir. Donc, une fois encore, l'intérêt majeur, c'est de ne pas l'abandonner. Si on ne veut pas que le Liban disparaisse, pour finir de répondre à votre question, cher Bernard, il faut commencer par rester en contact avec lui et continuer à exercer une pression sur la caste ou la classe politique qui le dirige, parce qu'elle ne va pas s'en aller du jour au lendemain. Mais on peut enclencher un processus qui la poussera à terme à renoncer à ses privilèges et à cette façon clanique d'avoir mis le pays complètement en coupe réglée. Les très beaux reportages que André a réalisés montrent une chose. Cette population est très proche d'un mental et d'un comportement européen. C'est un pays qui nous est proche. Il ne faut pas que le Moyen-Orient perde cette perle qu'était le Liban, et il faut que le Liban demeure comme une sorte de pont entre l'Europe et l'Orient, et à ce titre, je crois qu'il faut se mobiliser pour ce pays-là. Eh bien, je vous laisse le dernier mot, et je dirais pour ma part que nous allons, en tant que journalistes, continuer à suivre les événements du Liban régulièrement sur Télé Sud, et je vous donne donc rendez-vous peut-être dans quelques temps, au fur et à mesure que les choses s'améliorent, ou en tout cas changent au Liban. Merci beaucoup Christian Makarian, merci beaucoup André Agide, et merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À bientôt.